Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire dédié au Wi-Fi 7. On va attendre juste quelques minutes pour les retardataires, pour que tout le monde puisse se connecter. On attend encore un peu. On va commencer dans pas longtemps. On va pouvoir commencer. Super, on va pouvoir commencer. Vous êtes déjà assez nombreux, c'est super. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire dédié au Wi-Fi 7. Donc je me présente, je suis Mira Osni et je suis lead produit Wi-Fi chez Abouane, donc opérateur télécom et filiale d'aéroport de Paris. J'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Roméo Diaz. Bonjour Roméo. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Donc Roméo Diaz, je suis consultant Wi-Fi et auteur du livre sur la norme Wi-Fi 7. Super. Merci beaucoup en tout cas Roméo d'être avec nous aujourd'hui. On entend beaucoup parler de cette nouvelle norme Wi-Fi 7, mais concrètement, qu'est-ce que ça change par rapport au Wi-Fi 6? Qu'est-ce qu'elle apporte comme nouveauté? Est-ce que votre entreprise est concernée par cette nouvelle norme? Faut-il franchir le cap dès maintenant? Et si oui, quelles sont les erreurs à éviter lors de cette migration? Donc, c'est ce que nous allons découvrir ensemble pendant ce webinaire. N'hésitez surtout pas à rester jusqu'au bout parce qu'il y aura un tirage au sort à la fin qui va vous donner la chance de gagner le livre de Roméo Diaz. Et n'hésitez surtout pas à interagir avec nous, à poser vos questions dans l'onglet questions qui se situe en bas à droite de votre écran. On prendra le plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. N'hésitez pas aussi, j'ai vu qu'il y avait déjà des personnes qui le font, à réagir avec des pouces quand la thématique ou en tout cas la question vous intéresse. Et n'hésitez pas à répondre au sondage. Vous allez voir, il y a une question qui sera posée, qui s'affichera sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à répondre dessus pour qu'on puisse aussi réagir sur les réponses que vous allez nous donner. On va commencer notamment par une première question qui va s'afficher sur votre écran. Donc, connaissez-vous la différence entre la norme Wi-Fi 6 et la norme Wi-Fi 7? Donc, je vais vous laisser répondre. Je vous donne juste une minute pour que les personnes puissent répondre. Super, je vois qu'il y a pas mal de votes. Merci aux participants. Super. Bon, là, pour le coup, c'est clair, on a plus de 65% de participants, en tout cas, qui ne connaissent pas la différence. Roméo, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques phrases, s'il vous plaît? Alors, concrètement, c'est la nouvelle norme Wi-Fi 7. Son objectif, c'est de s'adapter aux évolutions des besoins. Dans les entreprises, on se rend compte que les besoins évoluent. Il y a besoin de plus en plus de données, besoin de beaucoup plus de coexistence. Et donc, c'est son objectif et c'est toujours de garantir une meilleure expérience pour les utilisateurs. C'est l'objectif final. Donc, effectivement, la norme Wi-Fi 7 apporte en tout cas des fonctionnalités en plus, bien sûr, que la norme Wi-Fi 6. Et effectivement, comme vous le dites, c'est toujours le but, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. J'aimerais qu'on rentre un peu plus du coup dans ces nouveautés clés qui sont proposées par la norme Wi-Fi 7. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, côté Abonne, on a identifié 3 nouveautés clés que je vais vous citer une par une. Et vous allez me dire s'il s'agit d'une idée reçue ou pas. Parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours une différence entre ce qui est écrit, ce qui est promis, versus la réalité. Donc, on va commencer par la première nouveauté clé qui est la largeur du canal jusqu'à 320 MHz versus
160 MHz côté Wi-Fi 6. Donc, ce qui permet de multiplier la vitesse, ou en tout cas le débit, par 5, voire par 6. C'est ce qui est prévu sur le papier. Mais en réalité, on a constaté que c'est plutôt par 3. En tout cas, voilà, en faisant nos tests, etc., on a plutôt constaté que c'est par 3. Est-ce que vous avez le même constat? Oui, le constat évident, c'est qu'on est très loin des débits annoncés théoriques, mais que, enfin, oui, il y a une amélioration et l'objectif d'amélioration, lui, est assuré, c'est sûr. Et comment on peut voir, quels sont les impacts qu'on peut voir directement sur les devices des utilisateurs? Alors, pour les utilisateurs, ça va surtout être une meilleure stabilité. C'est là-dessus, les utilisateurs, eux, ils vont avoir une meilleure expérience. Les vidéos vont être plus fluides, notamment sur de la très haute définition. C'est surtout là-dessus que eux vont avoir un impact. Super. Effectivement, je suis complètement en phase et par la suite de ce webinaire, on rentrera un peu plus dans les détails sur l'impact des utilisateurs. Donc, on aura l'occasion d'évoquer ce sujet. Donc, concernant la deuxième fonctionnalité dont tout le monde en parle, c'est le MLO. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le Multilink Operation. C'est le fait d'avoir un seul et même device qui va pouvoir utiliser les 3 bandes de fréquences en parallèle. Donc, 2,4 GHz, 5 et 6. Mais en réalité, sur le terrain, on sait très bien qu'il y a pour le moment très peu de devices qui sont compatibles avec cette fonctionnalité-là. Et en plus de ça, on a remarqué qu'elle était un peu compliquée à implémenter sur le terrain. Est-ce que vous avez remarqué la même chose de votre côté? Oui, c'est ça. En fait, on est sur des limites physiques où, en termes d'interférence, on ne sait pas totalement gérer. Alors, ça apporte des améliorations, c'est notamment ce qui est utilisé, donc davantage plus l'utilisation du 5 ou 6 GHz et du 2,4 en secours. Donc, ça fait que pour l'utilisateur, c'est transparent en cas de bascule sur secours, mais on n'est pas encore totalement capable de réaliser ce que la norme promet, même s'il y a quand même une amélioration. Et donc, pour donner un exemple encore plus concret, donc vous confirmez que, quand on parle de MLO, on parle effectivement la bascule entre plusieurs bandes de fréquences. Donc là, par exemple, si vous voulez donner un exemple concret pour les personnes qui nous écoutent, donc on a un device qui va faire quoi exactement? Qui va basculer entre une bande ou une autre en fonction si la bande elle est saturée? Oui, c'est ça. S'il détecte, par exemple, trop d'interférences sur l'une des bandes, il va être capable de basculer s'il considère que l'autre est mis. Donc bien sûr, ce qui va permettre éviter les congestions, et cetera, une meilleure stabilité, fiabilité, et cetera. Avec toujours l'objectif final d'assurer une meilleure expérience pour l'utilisateur. Super. Et donc, la troisième nouveauté clé, alors bien sûr, ce n'est pas la dernière, c'est celle que nous, on a identifiée en tant que nouveauté clé, mais il y a d'autres nouveautés qu'apporte le Wi-Fi 7. Mais la dernière que nous, en tout cas, on a bien remarqué, c'est le 4K QAM, donc QAM. Donc, on va parler de modulation d'amplitude qui va rendre le Wi-Fi beaucoup plus fiable avec une transmission de données beaucoup plus rapide. En fait, pour imaginer un peu le 4K QAM pour les personnes qui nous écoutent, en fait, il faut imaginer un camion de livraison. Donc, on ne va pas rouler plus vite, on ne va pas rajouter plus de camions, mais par contre, chaque camion va pouvoir transporter beaucoup plus de colis. Donc, si je fais le parallèle avec le monde de l'architecture réseau et donc les bornes Wi-Fi, vous l'avez très bien compris, le camion de livraison, c'est la borne Wi-Fi qui va pouvoir donc accueillir beaucoup plus d'utilisateurs et supporter, en tout cas transmettre beaucoup plus de données. En fait, Roméo, nous, quand on explique ça à nos clients, le premier réflexe de nos clients, c'est de nous dire « mais c'est génial, je vais pouvoir économiser et mettre beaucoup moins de bornes ». Et du coup, avec le Wi-Fi 7, je donne un exemple, avant sur le Wi-Fi 6, j'avais 30 bornes dans mes locaux, maintenant, je vais pouvoir en mettre 25 ou 20. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de remarques de la part des clients? Ah non, tout à fait, on retrouve souvent ça. Et pour reprendre l'analogie du camion, c'est l'autonomie du camion reste la même. Il est capable d'effectuer la même distance. Donc, on va pas pouvoir réduire le nombre de bornes. Par contre, les bornes vont être capables d'assurer, avec des camions, plus de livraison, donc d'assurer un meilleur débit final pour les utilisateurs
et donc toujours une meilleure expérience utilisateur au final. Tout à fait. Et donc, effectivement, réduire le nombre de bornes, ce n'est pas forcément un but parce que si on migre sur le Wi-Fi 7, c'est justement pour améliorer l'expérience client. Donc, ça peut même limite dégrader l'expérience client si on décide de réduire le nombre de bornes. Tout à fait. On retrouve exactement ça. Très bien. Maintenant que le décor est planté, on va rentrer encore plus, on va encore aller plus loin dans le concret, comme je l'ai dit au début, et donc parler vraiment d'impact et de changements concrets pour les utilisateurs. Notamment, voilà, je prends l'exemple d'une personne qui est assise derrière un bureau, ou par exemple une personne, un responsable d'usine, ou par exemple un gestionnaire de site, etc. Pour ces personnes-là, ou un directeur d'un centre commercial, pour ces personnes-là, quel sera forcément l'impact dans leur vie au quotidien? Alors, ça va être suivant le besoin utilisateur. On parlait donc pour des centres commerciaux, ça va être par exemple de permettre de gérer de nouveaux besoins, de la vidéo davantage, de la publicité. On va être capable d'avoir une expérience immersive pour les utilisateurs. C'est suivant les nouveaux besoins des utilisateurs, on va être capable d'y répondre avec la norme Wi-Fi 7. Et du coup, si on donne des exemples un peu plus concrets, moi, par exemple, j'avais en tête une équipe, par exemple, de data analyst, ou une équipe, en tout cas, qui travaille au sein d'une DSI, qui font beaucoup de business intelligence, etc. Ce sont des personnes qui ont justement ce besoin de charger beaucoup de données, de télécharger beaucoup de fichiers, etc. Et je pense que ces personnes-là vont voir vraiment un impact réel sur leur quotidien, avec un temps de chargement qui va être beaucoup plus rapide, etc. Vous confirmez? Ah, tout à fait. Et c'est un peu ça. C'est des nouveaux besoins qui apparaissent ces dernières années et qui ont besoin davantage de débit. J'ai eu le cas assez récemment d'un salon de réalité virtuelle. C'est un besoin qui n'existait pas forcément il y a 10 ans. Là, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Et eux, ils n'ont pas eu le choix que de passer sur du Wi-Fi 7 parce que ça demandait énormément, qu'ils étaient dans un environnement assez compliqué aussi. Et donc, ils n'ont pas eu le choix que de passer sur des bornes Wi-Fi 7 avec une configuration derrière assez avancée. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on le voit bien que des fois, dans certains secteurs, c'est plutôt, les entreprises n'ont plus beaucoup le choix, et du coup, ils se voient être obligés de migrer vers le Wi-Fi 7 justement parce qu'ils ont, comme vous l'avez très bien dit, Roméo, des nouveaux usages qui font surface. Ça va. Et justement, on va faire un focus, donc ça nous emmène vers la prochaine partie. On va faire un focus sur les entreprises, sur les secteurs concernés par cette nouvelle norme, les cas d'usage, et on va rentrer un peu plus dans le concret sur les bénéfices en fait que les entreprises peuvent, comment les entreprises vont pouvoir en tirer profit de cette nouvelle norme. Et notamment, nous, on le voit avec nos clients. Peu importe le secteur, peu importe le domaine dans lequel ils travaillent, ils commencent quand même à s'y intéresser au Wi-Fi 7. Après, certes, il y a des secteurs qui vont plus s'y intéresser parce que, comme vous l'avez très bien dit, il y a certains usages qui vont un peu sauter aux yeux. Ils vont dire, alerte Wi-Fi 7 répond aux besoins. Et notamment, quand on parle de secteur, je pense à l'industrie. L'industrie avec du pilotage en temps réel, des robots, avec de la maintenance prédictive, avec un nombre de capteurs qui sont connectés en simultané, avec aussi, ce sont des environnements assez métalliques, avec beaucoup d'interférences. Donc, forcément, quand on pense à tout ça, on dit que le Wi-Fi 7 va pouvoir apporter une stabilité, une fiabilité, une rapidité aussi. Donc, effectivement, ce sont des usages qui sautent un peu aux yeux et qui clairement, le Wi-Fi 7 répond à ces besoins-là. Tout à fait. Et on peut reprendre aussi l'exemple du retail, que ce soit côté magasins, centres commerciaux, côté entrepôt, il y a énormément de cas d'usage dans lesquels le Wi-Fi 7 apporte un grand bénéfice. On parlait d'environnement perturbé avec des interférences, pour tout ce qui va être robot, notamment dans les entrepôts.
que ce soit des AGV ou autre, on va retrouver ça et on n'a pas forcément une maîtrise totale. Donc, la coexistence et le Wi-Fi 7 permettent effectivement d'améliorer et de répondre à énormément de cas d'usage. Surtout qu'on voit, on voit quand même beaucoup l'expérience utilisateur qui devient vraiment la priorité de certains secteurs, comme voilà, les retailers, les entreprises qui accueillent du public, les stades, les musées, les cinémas, etc. Donc, même les centres commerciaux. On voit très bien que l'expérience client un peu digitale, etc., ça devient vraiment une priorité. Et justement, le Wi-Fi 7 va permettre d'améliorer cette expérience-là avec de l'affichage de publicité dynamique qu'on va venir mettre à jour en temps réel, avec, comme vous l'avez dit, des expériences de réalité virtuelle, tout ça. Donc effectivement, le Wi-Fi 7 répond parfaitement à ce type de besoin. Je pense aussi au smart building, notamment les smart buildings avec tous les capteurs, avec ce besoin de gérer en direct les problématiques et du coup, voilà, pouvoir gérer en live tout l'établissement, etc. Effectivement, je pense que le Wi-Fi 7 répond parfaitement à ce genre de type de bâtiment ou de secteur. Oui, tout à fait. L'expérience, dès qu'on a l'habitude, ça donne une très mauvaise image. Dès qu'on a des lenteurs ou ça apporte une mauvaise image, de la frustration auprès des clients, tout de suite, le Wi-Fi 7 permet notamment d'améliorer ça. Tout à fait. Et donc, pour résumer, cette partie, quel que soit votre domaine, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, quel que soit le type de bâtiment, ça peut être une usine, un entrepôt, ça peut être un centre commercial, ça peut être un musée, un stade, vous allez pouvoir en tirer profit du Wi-Fi 7 à plus ou moins voilà, à plus ou moins moyen, en tout cas court terme, que ce soit tout de suite ou que ce soit dans les années à venir. Et donc, ce qui nous emmène directement vers une question, Roméo, c'est quand et comment. Donc, quand migrer Wi-Fi 7, est-ce qu'il faut que je le fasse tout de suite? Est-ce qu'il faut attendre? Et si je décide de le faire, quels sont les critères prioritaires à prendre en compte avant d'investir et quelles sont les erreurs surtout à éviter? Et donc, je vais commencer par le quand et ensuite, bien sûr, je vous laisserai rebondir sur le comment, Roméo. Donc, nous, en tout cas, chez Aubouane, ce qu'on conseille à nos clients, les clients qui ont une infrastructure soit qui arrive en fin de vie, soit déjà obsolète, ou les clients qui sont en train de remettre en question toute leur architecture réseau ou qui sont en train de construire de nouveaux sites, là, bien sûr, on va leur dire, il n'y a pas de doute à avoir, il faut investir dès maintenant dans l'Wi-Fi 7. Ça va vous permettre d'optimiser les investissements IT, ça va vous permettre d'améliorer tout de suite les performances et bien sûr d'anticiper les usages futurs qui vont peut-être arriver dans les années à venir. Et ça vous permet d'avoir une infra pérenne, en tout cas au moins pendant les 8 à 10 années à venir. En revanche, pour les clients qui ont investi dans une infrastructure Wi-Fi 6 depuis peut-être 6 mois, 1 an et qui sont satisfaits, là, bien sûr, il n'y a aucune urgence à migrer tout de suite sur le Wi-Fi 7. Bien sûr, par contre, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est bien sûr de s'y intéresser parce que peut-être qu'en fait, ils ont un usage qui va arriver bientôt, un cas d'usage ou qui est déjà présent, auquel la norme Wi-Fi 7 pourra très bien répondre. Donc, c'est pour ça, vous n'êtes pas pressé pour migrer tout de suite. Par contre, n'hésitez pas à vous y intéresser, à poser des questions à votre partenaire, opérateur, pour qu'il puisse vous accompagner et vous conseiller. Et donc, maintenant, Roméo, si on a réussi à convaincre nos auditeurs, en tout cas, à s'y intéresser ou pas au Wi-Fi 7, à votre avis, quels sont les critères de décision à prendre en compte avant d'investir et avant de franchir ce cap? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que le Wi-Fi, c'est un maillon de la chaîne. On pourrait très bien avoir des bornes de dernière génération. Si on a un câblage qui est problématique, si on a des switches assez anciens, les bornes ne pourront pas exploiter pleinement leur potentiel. On va avoir besoin de switches suffisamment puissants, gérant au moins le PoE+, et avec un budget PoE suffisant pour pouvoir gérer des bornes, que les bornes puissent fonctionner au plein de leur fonctionnalité. Ensuite, il faut également que les clients soient compatibles.
a besoin d'avoir des clients compatibles Wi-Fi 7 pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités. Et ensuite, et ça va être faire attention à la configuration également. On applique sur le Wi-Fi 7. Il y a des nouvelles fonctionnalités, donc il faut également faire attention à ce qu'elles soient bien configurées. Et quand on parle de clients, pour qu'on le précise, on parle bien de smartphone, tablette, PC. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous avez en tête? Alors maintenant, des clients, on va en retrouver plein. On va avoir, on parlait tout à l'heure du retail, des AGV, donc tous les robots, les capteurs, ça va être des clients. Tous les équipements qui vont se connecter à une borne sont considérés comme un client de la borne. Des télés aussi, des casques. Le nombre de clients fait que d'augmenter. Et donc, en pratique, quelles sont les erreurs que les entreprises doivent éviter lors de cette phase de migration ou avant de migrer? Alors, une erreur qu'on retrouve très régulièrement, c'est de se dire, bon, bah, là, il y avait une borne, de refaire du remplacement un pour un. Donc, remplacer purement une borne par une borne et de garder tout l'historique de configuration. Ça, c'est... En fait, en faisant ça, on ne va pas améliorer et on ne va pas forcément bénéficier des apports des dernières fonctionnalités. Donc ça, c'est clairement la principale erreur qu'on va retrouver. Et donc pour résumer, on peut dire que le moment où vous souhaitez en tout cas migrer sur le Wi-Fi 7, c'est peut-être le bon moment pour en profiter pour revoir un peu toute l'architecture et justement remettre en question toute cette architecture réseau. Oui, c'est ça. Et du coup, de revoir un peu toute la chaîne et s'assurer que chaque élément soit conforme pour pouvoir utiliser pleinement. Et est-ce que les entreprises peuvent procéder du coup étape par étape? Ça veut dire, est-ce que par exemple, on peut d'abord mettre en place, faire le remplacement, comme vous l'avez dit, borne par borne, et ensuite voir la chaîne étape par étape? Est-ce que ou en parallèle, est-ce que les entreprises sont obligées de tout faire en même temps? Ah non, non, ça peut très bien se faire étape par étape. Après, il faut être conscient que juste le remplacement de la borne, si on garde du 1 pour 1, ne va pas résoudre tous les problèmes. Oui, il y a besoin de passer par cette étape d'optimisation donc du design, de l'implantation, de la configuration et de toute la chaîne, que ce soit ça aille du câblage jusqu'au switch. Effectivement. Donc, on peut l'imaginer, voilà, étape par étape. En premier lieu, vous allez pouvoir profiter de 20% de Wi-Fi 7, ensuite de 30%, 40% et 100%, bien sûr, si vous mettez à jour, on va dire, votre infrastructure. Donc, tout ça, voilà. Donc, tout ça pour dire que si vous ne souhaitez pas tout faire en même temps, ce n'est pas un problème. On peut très bien faire étape par étape pour ensuite profiter pleinement de ce que le Wi-Fi 7 vous apporte, peut vous apporter comme bénéfice. C'est ça, en étant vigilant à ce que ça soit toujours le client compatible, c'est lui qui bénéficiera davantage des fonctionnalités. Super, merci beaucoup Roméo. Projetons-nous maintenant dans le futur. Voilà, on entend beaucoup parler de Wi-Fi 8, etc. Donc, et on entend beaucoup aussi des clients qui nous demandent, mais est-ce que l'Ethernet filaire va avoir encore sa place avec l'arrivée des Wi-Fi 7? Qu'est-ce que vous répondez, Roméo, quand on vous pose cette question? Alors, clairement, quand on voit les débits marketing annoncés, on peut se poser la question, puisqu'on atteint quasiment les débits de l'Ethernet. Après, il faut être conscient que le Wi-Fi, c'est un média partagé. On va avoir plusieurs clients de connectés, là où sur l'Ethernet, c'est un client égale un câble. Donc, il utilise pleinement tout le débit disponible. Par contre, déjà, on aura toujours de l'Ethernet, puisque on a besoin d'Ethernet pour connecter les bornes. Ça, on n'y échappe pas. Et dans certains cas, sur des secteurs assez critiques, notamment au niveau de l'industrie, on ne va pas avoir le choix. Il y a des cas d'usage où le filaire va rester la norme, notamment d'un point de vue sécurité. D'accord.
OK. Comme quoi, par exemple, est-ce que vous pouvez juste donner un peu plus, un exemple concret sur le cas d'usage que vous citez? Alors, enfin, là, le cas d'usage que j'ai en tête, c'est typiquement de l'industrie sur, enfin, que ce soit de la donnée critique D'accord. pour protéger de tout risque d'écoute. Mmh. OK. On va préférer le filaire. OK. Ou comme par exemple, à l'armée ou, dans les Voilà, ambassades, voilà, OK. voilà, Dans les choses comme ça? pour certains cas d'usage, on va Mmh. effectivement. D'accord. Après, moi, quand on me parle de l'Ethernet, je pense surtout avec le Wi-Fi 7 aux économies de câblage que les clients pourront se faire. Vous l'avez dit très bien, un câble Ethernet égale un client derrière. On est tous, dans nos bureaux, on a tous le petit câble Ethernet qui est rattaché à notre PC. Avec le Wi-Fi 7, quand, tous les collaborateurs seront connectés dessus, il n'y aura plus en fait ce besoin de câbles et donc économie de câblage, économie de travaux et donc bien sûr, économie sur le portefeuille, n'est-ce pas? Oui, oui, on voit de plus en plus d'entreprises migrer justement vers du flex office, des Mmh. espaces de coworking et commencer à faire des bâtiments en full Wi-Fi. On a de plus en plus de clients autour de ça. Donc oui, oui, pour ce type de bâtiment, effectivement, il y a des gros gains en termes de câblage et en termes de délai aussi. Les délais de livraison des bâtiments sont. Ouais, peuvent être très longs. Mmh, super et donc dans 5 ans, à quoi ressemblera à votre avis notre connexion Wi-Fi? Surtout qu'on entend déjà parler de Wi-Fi 8, mais on sait très bien que voilà, il y a une date de sortie qui est annoncée à 2028, mais le temps forcément que ça se mette en place, avec les constructeurs, que ça se stabilise et cetera, sera plutôt de 2030. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui disent: «OK, 2030, c'est demain, même si bon, c'est dans 5 ans. Est-ce que je dois attendre le Wi-Fi 8 ou est-ce que je dois migrer tout de suite sur le Wi-Fi 7?» Alors, effectivement, le Wi-Fi 8 est en cours d'écriture, mais ça, c'est toujours avant même la sortie du Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 8 était déjà en cours d'écriture. Il y a Mmh. toujours cette volonté de s'adapter aux évolutions. Euh, Là, on le voit, il y a, c'est ça, au moins 2 ans entre la sortie Mmh. de la norme et le début réellement du déploiement chez les clients. Donc, non, non, faut pas attendre le Wi-Fi 8. Typiquement, quand il y aura le début du déploiement du Wi-Fi 8, on parlera déjà de l'écriture du Wi-Fi 9. C'est toujours cette. Donc, si on Mmh. fait ça, on attend toujours. Tout à fait. Donc oui, effectivement, après nous en tant qu'opérateur, bien sûr, on est à l'affût, de la dernière, technologie donc bien sûr, on va suivre de près, la sortie de la norme Wi-Fi 8 et tout ce qu'elle va pouvoir apporter comme bénéfice et peut-être que dans quelques années, il y aura de nouveau un webinaire où on va vous expliquer, voilà les nouveautés de cette norme-là. En fait, c'est ça aussi je trouve qui est bien avec cette technologie Wi-Fi qui ne cesse d'évoluer et ça voilà, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des améliorations qui seront apportées à cette norme-là. Et donc pour conclure, Roméo, si, vous deviez donner un seul conseil aux entreprises qui réfléchissent au Office 7, lequel serait-il? Alors, le conseil, c'est que le Wi-Fi, et particulièrement pour le Wi-Fi 7, c'est pas magique. C'est pas, il faut pas juste brancher une borne Wi-Fi 7 et Mmh, se dire que tous les problèmes vont être résolus, tout va fonctionner parfaitement. C'est important de voir le Wi-Fi comme un élément de la chaîne et de voir les migrations de façon globale, mmh, du switch, le câblage, la borne et les clients, évidemment. mmh, tout à fait. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, pour ma part, je dirais toujours choisir le bon partenaire qui saura vous accompagner et vous conseiller dans votre migration vers le Wi-Fi 7 ou même peut-être un nouveau déploiement d'une architecture Wi-Fi 7. Voilà. Et donc la toute dernière question avant de passer donc à vos questions et bien sûr au tirage au sort. Roméo, le Wi-Fi 7, hype ou réalité? Alors, réalité, clairement, mais attention à toute la hype marketing qui existe autour. Euh, voilà.
Et voilà, et surtout, on est là pour vous accompagner et vous expliquer. Et justement, on a fait ce webinaire-là exprès pour aussi éclaircir un peu les idées reçues versus voilà, la réalité, c'est quoi les impacts sur le terrain, etc. Donc voilà, donc on est là pour vous accompagner là-dessus. Donc maintenant, place aux questions avant, comme je l'ai dit, de passer au tirage au sort. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, on passera donc au tirage au sort qui va vous permettre de gagner le livre de Roméo. Donc, on prend juste 2 minutes pour regarder les questions. Alors. Alors, on a une question. Combien coûte une migration vers le Wi-Fi 7 ? Alors, honnêtement, on va clairement pas pouvoir vous communiquer un prix comme ça. C'est bien sûr au cas par cas, ça dépend du nombre de bornes que vous avez actuellement, ça dépend aussi de l'environnement, ça dépend aussi du constructeur, etc. Donc, pour la personne qui a posé cette question-là, je vous invite bien sûr à nous contacter pour qu'on puisse voilà, vous fournir en tout cas une estimation, mais ça sera adapté à votre environnement. Alors. Donc, il y a 3 questions qui se rejoignent un petit peu autour des études de couverture et de la propagation Wi-Fi 7 plus traversant, on va plus loin. La couverture, ça va de toute façon dépendre de chaque borne. Chaque borne va avoir un diagramme de couverture et de propagation spécifique. Après, on ne va pas dire que le Wi-Fi 7 va être plus traversant, va aller plus loin. Ça va être exactement la même chose puisqu'on utilise les mêmes bandes de fréquence, 2,4, 5 et 6 GHz. Donc, on va avec les mêmes puissances qui, elles, sont réglementaires. Donc, en termes de propagation, on va être sur la même chose avec la spécificité, effectivement, que pour utiliser toutes les fonctionnalités, on va avoir besoin de plus de puissance au niveau des switches. Super. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Alors, on a, est-ce que le Wi-Fi 7 va remplacer la 5G ? Donc, remplacer, non. Compléter, oui. En fait, la 5G, elle aura toujours sa place, surtout dans voilà, pour la couverture extérieure, pour tout ce qui est mobilité, etc. Et par contre, le Wi-Fi sera toujours, en tout cas à mon sens, dominant dans tout ce qui est voilà, couverture intérieure, dense, etc. Donc, pour moi, les deux technologies, elles sont plutôt complémentaires que concurrentes. Est-ce que vous êtes en phase, Roméo, avec ça ? Oui, tout à fait. On n'est pas tout à fait sur les mêmes cas d'usage entre la 5G et le Wi-Fi. Alors, les questions sur la couverture, on a déjà répondu. Regarde juste ce qu'il y a d'autres comme questions. Alors, pour le moment, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous voyez de votre côté, Roméo. Ah, si. Est-ce que le Wi-Fi 7 a un réel intérêt dans un environnement radio-saturé ? Alors, oui, c'est un des gros avantages et une des grosses évolutions apportées au Wi-Fi 7, effectivement, sur les environnements saturés, avec de plus en plus d'interférences. Il y a un gros gain qui est apporté sur le Wi-Fi 7. Mais là, on rejoint un petit peu le fait qu'il s'adapte, que les normes sont faites pour s'adapter aux
aux besoins et aux évolutions. Et puisqu'on se rend compte que finalement, il y a de plus en plus d'équipements qui utilisent ces bandes de fréquences, qui sont des bandes de fréquences libres, n'importe qui peut les utiliser. Donc, on a besoin de mettre de plus en plus de dispositifs pour garantir des débits suffisants, même dans des environnements très perturbés. Super. Donc ensuite, on a une question. Quel est le fabricant le plus abouti? Cisco, Forti, Huawei, les devices sont-ils prêts? Alors, moi, pour ma part, je laisserai ensuite Roméo répondre aussi. Pour ma part, je dirais que en termes de fabricants, à la fois Cisco, ils ont des bornes, voilà, les bornes Wi-Fi 7 avec des switches adaptés, Fortinet aussi, Huawei aussi, pardon, et d'autres constructeurs comme Aruba, etc. Donc, pour moi, tous les fabricants maintenant, ils ont dans leur catalogue des bornes Wi-Fi 7 et Switch compatibles. Donc, voilà, là-dessus, pour moi, il ne va pas avoir une différence entre ces constructeurs-là. Par contre, en termes de devices, est-ce qu'ils sont prêts? Pour le moment, on le voit très bien, la plupart des devices sont plutôt compatibles Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6. Les devices compatibles Wi-Fi 7, ils ont fait apparition là en 2024-2025, mais je pense que d'ici 1 an ou 2 maximum, il y aura une bonne majorité de devices qui seront compatibles. Oui, tout à fait. Alors oui, il y a une chose auquel il faut faire attention également quand on dit qu'un device est compatible Wi-Fi 7. Tous les devices compatibles Wi-Fi 7 ne vont pas forcément gérer toutes les fonctionnalités. Dans la norme, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont facultatives et donc pas forcément gérées. Le MLO, notamment, est en partie facultatif. Donc, tous les devices ne vont pas gérer le MLO de la même façon. Donc, si c'est quelque chose d'important pour vous, il faut faire attention à bien choisir le device en fonction de ça. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Donc, quelle est la politique des fabricants quant à l'obsolescence des bornes Wi-Fi 6 provoquée par l'apparition du Wi-Fi 7? Renouveler un parc des bornes après seulement quelques années de production est un non-sens économique et écologique. Et alors, je ne sais pas si Roméo voulait répondre. Alors, ça, c'est pour les fabricants. Ils vont toujours vous pousser aussi vers les dernières générations. Bien sûr. Et alors après, effectivement, c'est sûr, il y a toujours des évolutions. Après, il faut toujours voir si pour vous, vous en avez besoin de ces évolutions-là ou pas. Et d'ailleurs, je suis en phase. Et d'ailleurs, comme on l'a dit pendant le webinaire, si votre entreprise a investi dans une infrastructure Wi-Fi 6 il y a 6 mois, il y a 1 an, il n'y a aucune urgence à migrer tout de suite sur le Wi-Fi 7, à part si, comme l'a dit aussi Roméo, à part si vous avez des usages qui vous forcent en fait à aller vers le Wi-Fi 7 et qui vous donnent pas le choix. Alors. Donc, on va prendre une dernière question avant de faire le tirage au sort. Je regarde. Est-ce que Roméo, vous voyez une question? Alors, je vois qu'il y en a une là, qui est apparue. Sur une borne basique 222, combien de devices peuvent être connectés simultanément? Alors, c'est effectivement sur de la borne purement basique, on ne va pas forcément être capable de dire sur une borne, ça va être 50 devices, sur telle borne, ça va être 60, parce que ça va dépendre déjà du besoin de chaque device. Que ce soit juste pour envoyer du mail ou pour afficher une vidéo en HD, on ne va pas être capable de gérer le même nombre de clients. Et ça va dépendre également de la distance par rapport à la borne. Si on est très loin, on va utiliser plus de temps de parole. Donc, on va être capable de gérer moins de devices qui sont loin. Par contre, si on est juste à côté, on va être capable de gérer plus de devices. C'est plus sur le besoin et sur la capacité de la borne, on va être capable de répondre. Mais il faut plus d'éléments que juste.
Okay. Merci beaucoup, Roméo. N'hésitez pas à nous contacter si on n'a pas pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter via le site hopone.fr. Nous ferons le plaisir de vous répondre. Et maintenant, on va passer au tirage au sort. Donc, pour des questions RGPD, bien sûr, on n'a pas affiché vos noms et prénoms complets, bien sûr, vous en doutez. Donc, la personne, elle se reconnaîtra et elle sera contactée. Donc, Stéphane F., félicitations à vous. Vous avez gagné le livre de Roméo. Vous allez être contacté par nos services pour recevoir le livre très prochainement. Et donc, sachez que nous organiserons un événement auquel vous serez tous invités, toutes les personnes qui sont présentes dans ce webinaire. Vous serez tous invités à un événement prochain pour venir nous voir, nous rencontrer et partager avec nous vos projets, vos problématiques avec nos experts. Voilà, et comme ça, vous pourrez, s'il y a des questions que vous n'avez pas pu nous poser, vous allez pouvoir le faire. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, Roméo. Au revoir. Merci.